Donc je vous présente rapidement. Vous êtes Julie Benetti et vous êtes dans la commission éducative de La République En Marche. Vous êtes ancienne rectrice de l'Académie de Corse et ancienne professeure de droit public à l'Université de Paris 1 Sorbonne. Et comme tous les autres représentants des candidats, vous avez 10 minutes pour nous présenter vos propositions, vos mesures. Et j'oubliais de le dire peut-être aussi parce que votre philosophie aussi peut-être de l'éducation et votre pensée générale, puisque c'est ce qui sous-tend en gros tous les programmes qu'on a entendus, des pensées parfois diverses. Donc nous vous écoutons. Ensuite, Sophie vous posera quelques questions ainsi que les internautes. Merci beaucoup, monsieur. Bonsoir à tous et merci tout d'abord de votre invitation à venir présenter devant vous les grandes lignes. Non, c'était bon. Non, c'était bon. Par contre, je pense qu'il faut rapprocher un peu. Il faut vous approcher un peu, voilà. C'est mieux comme ça. Voilà. Si la petite vous m'entendez mieux. Voilà, oui, la parfait. lumière était verte. Donc, avant toute chose, merci de votre invitation à venir présenter devant vous les grandes lignes du projet éducatif d'Emmanuel Macron pour les 5 prochaines années et de vous livrer, dans le délai imparti de 10 minutes, je crois, l'ambition, la philosophie que porte ce programme pour notre système éducatif et la méthode qu'Emmanuel Macron propose de suivre pour sa mise en œuvre. L'ambition, elle est claire. Elle est de faire de l'école, de l'éducation, l'un des plus grands projets d'un futur quinquennat qui traduisent la volonté de lutter contre les inégalités dès le plus jeune âge et d'investir massivement pour l'éducation de nos enfants. L'engagement en a été pris par Emmanuel Macron dès sa déclaration de candidature pour donner à tous les enfants de France les mêmes chances. La priorité sera donnée à l'école et aux enseignants. C'est bien cette priorité donnée à l'école et aux enseignants que porte le projet qui vous est proposé aujourd'hui. Parce que l'école est le creuset de notre nation, la première incarnation de la République, le projet fondamental de toute société de progrès et de justice. Parce que seule une école qui transmet des savoirs et des valeurs peut garantir la cohésion sociale et l'élévation de chacun. Parce que seule une école attentive au bien-être de ses élèves et à ses personnels, qui valorise l'engagement de ses professeurs, peut œuvrer à la réussite de ses élèves. Depuis 5 ans, nous avons agi résolument pour transformer notre école, lutter contre les inégalités de destin, élever le niveau général des élèves, mieux les préparer aux défis de ce monde et de ce siècle. Sans être exhaustif, je voudrais rappeler l'avancement de la scolarité obligatoire à l'âge de 3 ans, la priorité donnée au premier degré et aux savoirs fondamentaux, le dédoublement des classes en éducation prioritaire, l'aide aux devoirs au collège, la réforme du lycée, le développement d'une école plus inclusive, la défense de l'école rurale, les internats d'excellence et les cités éducatives, mais aussi une première revalorisation des personnels. Aujourd'hui, nous devons continuer d'affirmer pour l'école, pour nos élèves, la priorité donnée à la transmission du savoir et à la fabrique de la citoyenneté, creuser les sillons qui ont été tracés, aller plus loin et hisser notre école parmi celles qui font le mieux réussir leurs élèves et leur assurer leur plein épanouissement. Cette ambition de transformation qui est portée par Emmanuel Macron, elle s'articule autour de 4 axes et d'une méthode fondée sur une large concertation et d'une co-construction avec les acteurs du monde éducatif. Premier axe, il s'agit d'amplifier la priorité donnée aux savoirs fondamentaux en poursuivant le dédoublement et en renforçant l'enseignement du français et des mathématiques à l'école primaire, mais aussi en classe de 6e, dans une logique à la fois de consolidation et de meilleure transition entre l'école et le collège. Emmanuel Macron s'est également engagé, vous le savez, à renforcer la place des mathématiques dans le tronc commun du lycée pour donner à tous les élèves, y compris ceux qui ne se destinent pas à des filières ou à des carrières scientifiques, un socle de connaissances et de compétences en mathématiques. Deuxième axe, il s'agit de tirer les enseignements structurels de la crise sanitaire sur l'école comme lieu de bien-être et d'épanouissement.
à travers notamment les mesures plus de sport, la lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement, mais également l'augmentation du temps de travail des accompagnants des élèves en situation de handicap. Sur la mesure plus de sport, elle se déclinera à l'école, mais aussi au collège, avec, s'agissant du collège, 2 heures de plus de pratiques sportives par semaine, qui viendront en complément des heures d'éducation physique et sportive sur le temps périscolaire, en lien avec le monde sportif et les collectivités territoriales. La lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement, qui sont de véritables fléaux sociaux, cette lutte sera poursuivie, amplifiée, à travers notamment 3 mesures. Tout d'abord, le contrôle parental des écrans par défaut, la généralisation des ambassadeurs non au harcèlement au collège et le soutien aux plateformes nationales, le 30-18 pour la lutte contre le cyberharcèlement et le 30-20 pour la lutte contre le harcèlement scolaire. Enfin, sur la scolarisation en milieu ordinaire des élèves en situation de handicap, je veux d'abord rappeler que leur nombre n'a jamais été aussi élevé, plus 25% en 5 ans. Il s'agit de lutter aujourd'hui contre les ruptures d'accompagnement de ces enfants et de proposer aux accompagnants des élèves en situation de handicap, dont le temps partiel est souvent subi, des contrats de travail jusqu'à 35 heures hebdomadaires pour assurer l'accompagnement des enfants qui en ont besoin sur le temps périscolaire et extrascolaire. 3e axe, il s'agit de tourner davantage l'école vers le devenir de ces élèves par une véritable politique systémique de l'orientation et partant de lutte contre le décrochage scolaire. C'est tout l'objet de l'instauration de la demi-journée Avenir au collège pour tous les élèves de la 5e à la 3e et sans orientation précoce. Cette demi-journée Avenir s'organisera autour d'une activité de découverte des métiers et de 2 nouveaux enseignements. S'agissant des enseignements, d'abord, dès la classe de 5e, un nouvel enseignement du numérique avec 2 ambitions, l'apprentissage des codes informatiques et la compréhension du monde numérique pour mieux sensibiliser et former nos élèves aux bons usages du numérique. Et puis un nouvel enseignement de savoir manuel et pratique pour valoriser auprès de tous les élèves la culture du geste manuel et au-delà la culture des lycées professionnels. S'agissant ensuite de l'activité de découverte des métiers, elle doit permettre aux élèves qui commencent au collège à réfléchir à leur future orientation et méconnaissent très souvent la diversité des métiers, d'ouvrir le champ des possibles par une meilleure connaissance de la variété des métiers dans lesquels ils pourraient se projeter. Cette activité de découverte sera organisée en lien avec les régions, eu égard à leurs compétences en matière d'information à l'orientation, mais également avec le monde professionnel. Et elle pourra prendre des formes variées, comme par exemple des interventions de professionnels devant les élèves pour présenter leur métier, ou bien inversement des visites par nos élèves d'artisans, d'entreprises, d'administrations, d'associations, avec toujours le même objectif, de connaître plus tôt pour mieux choisir plus tard. 4e et dernier axe de ce projet, c'est le grand chantier, celui de l'école, annoncé jeudi dernier par Emmanuel Macron. Un chantier qui s'ouvrira dès après l'élection par une large concertation pour fédérer autour de cette ambition première la réussite et l'épanouissement de nos élèves, tous ceux qui sont et font l'école, tous les acteurs de la communauté éducative et déclinés sur tout le territoire des alliances éducatives. Une large concertation pour construire ensemble de nouvelles solutions afin d'atteindre les objectifs fixés, former mieux, donner les mêmes chances à tous les élèves, mieux reconnaître nos enseignants autour de 3 leviers. Premier levier, c'est le nouveau pacte proposé aux enseignants. Donner la priorité à l'école et aux enseignants, c'est d'abord mieux reconnaître l'engagement de nos professeurs. C'est poursuivre de manière significative l'augmentation des rémunérations dans le cadre d'une concertation qui portera sur la définition des missions qui vont au-delà de la mission d'enseignement elle-même, mais qui sont inséparables de la qualité de l'action éducative. La formation des professeurs, le suivi individualisé des élèves, le renforcement des liens avec les familles, le remplacement
des cours non assurés. Demain, ces missions seront mieux valorisées financièrement pour mieux reconnaître l'investissement des enseignants qui les assument. Emmanuel Macron a évoqué plusieurs milliards d'euros par an dédiés à cette revalorisation financière. À la rentrée 2023, les nouveaux enseignants relèveront de ces nouvelles modalités d'exercice et de rémunération. Quant aux professeurs en activité, ils disposeront d'un droit d'option pour accepter ou refuser ce nouveau pacte et les missions qui y sont associées, étant entendu, cela va de soi, que les missions s'entendront différemment pour les professeurs des écoles et pour les professeurs du second degré. Deuxième levier, plus de liberté pour les établissements, avec l'ambition de valoriser l'expertise de terrain, donner plus de liberté, faire confiance aux équipes pour bâtir un projet collectif qui soit adapté aux besoins de leurs élèves. Concrètement, c'est pouvoir expérimenter d'autres organisations, de nouvelles démarches pédagogiques, renforcer le soutien scolaire, enrichir l'offre éducative, développer de nouveaux partenariats avec le territoire et pour cela, offrir un éventail de moyens, un fonds d'innovation pédagogique, la formation des équipes pédagogiques et de direction, l'ouverture du recrutement aux professeurs qui adhèrent au projet d'établissement. Cette liberté accrue a naturellement vocation à s'exercer dans le cadre national et le respect du Code de l'éducation. Il n'est pas question de remettre en cause ni les enseignements, ni les programmes, ni la priorité donnée aux savoirs fondamentaux. Notre éducation est nationale et elle doit évidemment le rester. Mais le cadre ne doit pas se transformer en carcan qui bride les initiatives à l'échelon local, car on sait bien que c'est au niveau d'une école, d'un établissement qu'on peut le mieux faire bouger les lignes et faire réussir nos élèves. Enfin, troisième et dernier levier, pour ne pas excéder le temps que vous m'avez accordé, plus de transparence, c'est-à-dire que les actions conduites pour la réussite des élèves dans le cadre de projets d'école ou d'établissement doivent pouvoir être évaluées à échéance régulière sur la base d'un ensemble d'indicateurs partagés, tant pour faire connaître les bonnes pratiques que pour mieux accompagner nos écoles et établissements. Voilà vraiment résumé à très grands traits les annonces d'Emmanuel Macron dans le champ de l'éducation, en espérant évidemment pouvoir vous apporter toute précision utile aux questions que vous me poserez. Merci beaucoup de votre attention. Merci pour cette présentation, merci d'avoir accepté notre invitation également. Je vais commencer un peu comme pour d'autres candidats à qui on a rappelé que les dernières déclarations, enfin pour d'autres représentants de candidats à qui on a pu déclarer que, on a pu dire que les dernières déclarations de leurs candidats avaient fait beaucoup de bruit. Il en est un peu de même, et même beaucoup de même pour le candidat que vous représentez. Et à cet égard, entendre le mot bien-être, en tout cas que vous accolliez le mot bien-être à l'avenir des enseignants, quand on se rappelle ce qu'a pu dire Emmanuel Macron la semaine dernière, vous comprendrez que ça nous surprend beaucoup au regard de ce qui a été annoncé par Emmanuel Macron, mais j'aurai certainement l'occasion d'y revenir. Mais c'est vrai qu'on a aussi commenté les dernières déclarations des candidats et ça me semblait important de vous interpeller aussi là-dessus. Première question sur finalement ce sur quoi vous avez conclu, sur la question de la transparence des évaluations. Finalement, ce qu'on cherche à savoir aussi, c'est quelles vont être ces évaluations que vous allez rendre publiques, quels vont être ces résultats que vous allez rendre publics. Est-ce que finalement ce sont les résultats des évaluations, par exemple, en ce qui nous concerne en 6e et en seconde? Est-ce que ce sont les résultats des élèves à l'image du classement des lycées qu'on a pu voir apparaître hier? Et surtout, la question c'est à qui, pour qui et pourquoi faire? Est-ce que ces évaluations rendues publiques vont être dans les mains des recteurs, des chefs d'établissement? Est-ce que ça sera en lien avec, par exemple, toute une politique de gestion des ressources humaines qui pourrait corréler certains éléments de cette gestion des ressources humaines avec les résultats des établissements? Est-ce que ça sera aussi accessible aux parents d'élèves? Dans quel intérêt? Bref, cette question de la publicité des évaluations et de la façon dont vous l'insérez dans le projet éducatif est quelque chose sur lequel on aimerait avoir quelques précisions. Alors, sur les évaluations, et vous l'avez rappelé, aujourd'hui, elles sont de deux types, ces évaluations. C'est-à-dire qu'il y a d'une part les évaluations des résultats des élèves et puis les évaluations des écoles et établissements. Il s'agit au premier cas, lorsque sont mises en place les évaluations des résultats des élèves, de donner des repères fiables
aux enseignants en tout début d'année sur les acquis, sur les faiblesses également de leurs élèves, mais aussi de permettre aux familles de mieux suivre les progrès et les acquis de leurs enfants. Et puis au second cas, l'évaluation des écoles et des établissements, il s'agit de mesurer finalement les effets d'un projet conduit à l'échelle d'une école ou d'un établissement sur la réussite des élèves, sur le climat scolaire, de façon à pouvoir identifier tout à la fois les freins, les leviers d'amélioration, réorienter certaines actions ou au contraire en conforter d'autres, et en tous les cas pouvoir accompagner nos écoles et nos établissements. Ce que propose Emmanuel Macron, c'est que puissent être rendus publics les indicateurs de valeur ajoutée des collèges sur le modèle de ce qui prévaut déjà pour les lycées. Vous avez rappelé qu'hier même, les IVAL, les indicateurs de valeur ajoutée des lycées, ont été publiés. Et que par ailleurs, d'ici à la fin du quinquennat, les évaluations de chaque école et établissement, c'est-à-dire à la fois la plus-value, mais également le climat scolaire, mais également la question des bâtiments même des écoles et des établissements, soient rendues publiques. Quelle en est la finalité ? Aujourd'hui, on le sait bien, il y a une concurrence entre les établissements qui est le fait de classements ou de palmarès qui sont opérés par certains médias et qui se fondent sur des résultats bruts et la réputation d'établissement, sans tenir aucun compte de la plus-value réelle des établissements. La publication des IVAL, des indicateurs de valeur ajoutée des lycées, a démontré au contraire l'intérêt d'une évaluation publique pour corriger les représentations et valoriser des établissements qui sont très souvent situés dans les territoires défavorisés. Quelle en est la finalité ? Mettre à la disposition des rectorats et des chefs d'établissement des outils de pilotage et d'évaluation. Donner aux enseignants et aux équipes éducatives des éléments de réflexion et d'auto-évaluation. Et puis enfin, donner aux parents, parmi d'autres éléments d'information, un certain nombre d'indicateurs. Merci pour ces précisions sur lesquelles on aura peut-être aussi l'occasion de revenir à partir de quelques questions. Quelques éléments encore, une question sur la question de la revalorisation salariale. C'est une question qui est particulièrement attendue par tous les enseignants, puisque on est quand même sur un déclassement salarial qui aujourd'hui reste particulièrement important, avec une profession qui en subit les conséquences, mais aussi des effets très lourds sur la crise de recrutement. À plusieurs reprises, vous avez évoqué une revalorisation, ou en tout cas une augmentation des rémunérations pour les professeurs qui s'engageraient dans certains projets. Ma première question est très simple. Au regard du déclassement salarial, pourquoi ne pas revaloriser l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, et notamment les enseignants, puisqu'il est prouvé par tous les chiffres que nous sommes encore en dessous d'un certain niveau de rémunération. Et ma deuxième question sur les rémunérations sera la suivante. Vous évoquez le fait de corréler ça à de nouvelles missions, à de nouvelles tâches, mais me permettre d'un point de vue sémantique, ce n'est pas exactement une revalorisation, c'est tout simplement payer les enseignants pour des tâches qu'ils font. Mais pourquoi finalement cette volonté d'alourdir quelque part la charge de travail des enseignants, puisque ces missions supplémentaires vont finalement s'ajouter à ce qu'on fait déjà, et on se demande bien pourquoi aujourd'hui, quel est l'intérêt d'alourdir la mission des enseignants alors qu'on a déjà du mal à recruter. Donc tout ce qui tourne autour de la rémunération pose aujourd'hui question dans ce que présente Emmanuel Macron, avec vraiment la première question à laquelle je reviens. Pourquoi vous n'augmentez pas, vous ne projetez pas d'augmenter tous les enseignants au regard du déclassement salarial qui est le nôtre ? Alors, je comprends tout à fait les questions qui sont les vôtres et qui amènent évidemment des précisions sur ce qu'est ce pacte proposé aux enseignants. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de mieux rémunérer l'engagement de nos professeurs quand ils s'investissent dans des missions essentielles et qui pourtant aujourd'hui sont insuffisamment reconnues pour faire de cette revalorisation financière un levier de l'amélioration du système éducatif et de la réussite de nos élèves. Autrement dit, c'est mieux reconnaître et valoriser l'ensemble des missions qu'un professeur accepte d'assumer au-delà de sa mission d'enseignement, c'est-à-dire c'est demain mieux rémunérer le temps de formation qui aujourd'hui est organisé sur le temps d'enseignement, c'est demain mieux rémunérer
dans le second degré le remplacement, les heures de remplacement qui sont aujourd'hui rétribuées sur la base d'heures supplémentaires, c'est encore demain mieux rémunérer les activités de suivi des élèves. Autrement dit, c'est reconnaître qu'au-delà de la mission d'enseignement, qui est évidemment le cœur du métier de professeur, mais qu'au-delà de cette mission d'enseignement, le temps que des professeurs consacrent à d'autres missions, en dehors de leur temps d'enseignement, doit être mieux valorisé et mieux rémunéré parce qu'ils participent aussi de la qualité de l'action éducative, qu'il s'agisse de suivre des formations tout au long de sa carrière, qu'il s'agisse d'assurer des heures de remplacement pour que tous les cours soient assurés, qu'il s'agisse encore d'un accompagnement plus individualisé de nos élèves. Toutes ces missions sont essentielles et elles doivent donner lieu aujourd'hui à une meilleure rétribution, à une augmentation significative des rémunérations. Et puis j'indiquais tout à l'heure que bien évidemment ces missions doivent s'entendre différemment pour nos professeurs des écoles et pour nos professeurs de collège et lycée. Tout simplement parce que nos professeurs des écoles disposent déjà d'un temps annualisé, on le sait bien, dédié à certaines des missions que je viens de rappeler et ne peuvent pas, par principe, être appelés sur des missions de remplacement. Tandis que les professeurs de collège et de lycée, et c'est une grande différence d'ailleurs avec bon nombre de professeurs en Europe, leur temps de service ne couvre aujourd'hui que le temps finalement dédié à la mission d'enseignement. Voilà, j'espère avoir répondu à quelques-unes des interrogations qui sont les vôtres et je sais qu'elles sont nombreuses autour de ce pacte nouveau proposé aux enseignants. Alors, je vous avoue, je reste quand même un peu sur ma faim sur la question pourquoi ne pas revaloriser, ne pas augmenter l'ensemble des enseignants, mais on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter parce que la question de l'augmentation des salaires reste quand même une question qui concerne l'ensemble des enseignants et l'ensemble en fait des personnels du second degré. Avant de laisser la parole à Marie-Laure sur les commentaires ou les questions qui existent, une dernière question sur la notion de concertation. C'est vrai que là aussi, la concertation, si vous deviez la mettre en place dans un prochain quinquennat, serait quelque chose d'un peu nouveau, parce qu'on ne l'a pas vraiment expérimenté pendant ce quinquennat. Si on a bien écouté Emmanuel Macron jeudi dernier, il est question de renvoyer un certain nombre d'éléments de concertation au niveau local, et notamment au niveau départemental. En tout cas, c'est comme ça que les choses ont été présentées. Et finalement, quels sont les objectifs de cette concertation et le fait qu'elle soit renvoyée au niveau local ? Est-ce qu'il s'agit finalement d'avoir autant de concertation que de territoire, avec ce que ça implique après peut-être en termes de prise de décision différentes selon les niveaux, selon les territoires? Ça entrerait pour le coup peut-être en contradiction avec ce que vous avez rappelé, votre attachement au cadre national du service public. Donc on a du mal à finalement comprendre quelle est l'articulation entre ces différents niveaux de concertation. Est-ce qu'en renvoyant la concertation au niveau local, il n'y a pas un risque d'ouvrir une brèche, voire même d'en ouvrir plusieurs, dans le cadre du service public d'éducation ? Alors, le cadre, ce n'est pas le carcan et l'égalité, ce n'est pas l'uniformité. Il y a évidemment des éléments qui ne peuvent relever que d'une concertation nationale. J'évoquais tout à l'heure le pacte nouveau proposé aux enseignants. Il va de soi que s'agissant du montant de la revalorisation ou de la définition de ces missions qui seront associées à ce nouveau pacte, cela ne peut relever que d'une concertation au niveau national. De la même façon, Emmanuel Macron a indiqué quels étaient les objectifs qu'il se donnait pour l'école et les leviers qu'il entendait justement donner aux équipes pour mieux faire réussir les élèves. Ces objectifs, ces moyens étant fixés, il est important en revanche qu'on puisse décliner partout sur le territoire cette concertation, cette co-construction finalement des solutions pour mieux faire réussir les élèves en associant l'ensemble des acteurs et en tenant compte là aussi, je dirais, eh bien, du fait que toutes les écoles, tous les établissements sont différents. Il y a des caractéristiques, pardonnez-moi, mais c'est presque une évidence, mais je crois qu'il est utile de le rappeler. Il y a des caractéristiques pour chaque école, pour chaque établissement. Il y a un certain nombre de contraintes réelles que connaissent parfaitement bien les équipes éducatives dans ces écoles et établissements, mais aussi des leviers d'amélioration que ces mêmes équipes peuvent parfaitement identifier et dont elles peuvent se saisir, pourvu évidemment qu'on leur donne les moyens de pouvoir mettre en place des projets pédagogiques collectifs qui répondent le mieux aux besoins particuliers de leurs élèves. Donc je crois que c'est très important qu'on puisse à la fois définir des objectifs
des leviers au niveau national, et puis qu'ensuite, à l'échelle de tout le territoire, eh bien, l'ensemble des acteurs soient mobilisés, soient associés, soient impliqués pour construire ensemble ces nouvelles solutions qui, territoire par territoire, école par école, établissement par établissement, permettront de mieux construire des solutions pour faire réussir nos élèves. Du reste, je dirais, c'est tout à fait l'esprit, d'ores et déjà, des projets d'école et d'établissement qui, par définition, sont spécifiques à chacun de nos établissements scolaires. Merci pour cette précision. Marie-Laure, il y a quelques commentaires et quelques questions, je suppose. Il y a énormément de commentaires, de réactions et de questions dans le chat, donc on ne va pas pouvoir toutes les poser. Mais certains thèmes ont déjà été abordés, hein. Évidemment, la nécessité de revaloriser les salaires de tous les enseignants est largement abordée dans le chat. Beaucoup de collègues également parle du temps de travail, on ne pourra pas faire plus, LD qui dit temps de mission 42h53 hebdomadaires, on ne peut pas augmenter davantage le temps de travail des enseignants, nous sommes déjà au maximum. Voilà, on sent bien que c'est un sujet qui est source vraiment d'un grand stress pour les collègues qui témoignent, de se dire qu'on en fait déjà énormément et on va nous en demander encore plus. Et plus longtemps, d'où notamment alors cette question de Rudy qui demande des profs à 65 ans devant les élèves, y croyez-vous vraiment? Est-ce bien raisonnable? Alors peut-être, si vous le voulez bien, Madame, d'abord revenir sur ce que vous indiquiez et sur justement ces réactions des personnes qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. Et qui font valoir le fait que d'ores et déjà, les professeurs travaillent beaucoup et s'investissent dans des missions qui sont justement celles proposées dans le cadre du nouveau pacte proposé aux enseignants. Parce qu'il y a d'ores et déjà des enseignants, en effet, et ils sont très nombreux, à assumer des missions de remplacement dans le second degré, à intervenir dans un dispositif d'aide aux devoirs comme Devoirs Faits, des enseignants qui rencontrent très régulièrement les familles aussi, ou qui suivent des temps de formation. Et bien précisément demain, ce qui est proposé à ces enseignants, c'est que ces missions qui sont essentielles à la qualité de l'action éducative et qui aujourd'hui sont insuffisamment reconnues et insuffisamment valorisées financièrement, puissent être mieux valorisées. Pour ces enseignants qui assument d'ores et déjà ces missions, ce ne sont pas des missions supplémentaires, ce sont des missions qui aujourd'hui sont d'ores et déjà assumées et qui demain seront mieux reconnues et mieux rémunérées. S'agissant ensuite de l'âge de la retraite et s'agissant des 65 ans, vous me posez la question de savoir si c'est sérieux. Je vous dirais qu'il n'y a pas ici de réponse absolue à faire. Il y a des enseignants qui souhaiteront enseigner et être devant élèves jusqu'à la fin de leur carrière. Et puis, il y en a d'autres, et cela peut tout à fait se comprendre, qui arrivés à 60 ans, ou peut-être même avant du reste, eh bien, souhaiteront se saisir d'autres missions, évoluer dans leur carrière. Et il faut évidemment qu'on puisse proposer à nos enseignants eh bien, à la fois des aménagements pour les fins de carrière, pour ceux d'entre eux qui ne voudraient pas jusqu'à la fin de leur carrière être devant élèves, mais je dirais même en amont, permettre à nos enseignants, lorsqu'ils souhaitent évoluer, lorsqu'ils aspirent à d'autres fonctions, de pouvoir les accompagner, mieux les accompagner dans des évolutions de carrière. Alors, autre thème également, il y a aussi beaucoup de questions sur les suppressions de postes que nous subissons dans les collèges et les lycées depuis 5 ans. Alors je vous lis 3 commentaires parmi les nombreux commentaires qu'il y a dans le chat, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, puisque on ne va pas pouvoir tout lire ce soir. Marlène qui dit: comment justifiez-vous les suppressions de postes depuis 5 ans? Arnaud qui dit: vous avez supprimé 7900 postes d'enseignants dans les collèges et les lycées, comment affirmer que la priorité était l'éducation? Et Rudy qui demande: ne pensez-vous pas qu'il faut recruter des enseignants et non supprimer des postes? Allez-vous maintenir le CAPES et ouvrir plus de places? Alors, je commence par la fin, si vous le permettez. Bien sûr que le CAPES est maintenu. Bien évidemment.
Je veux vraiment être ici très claire, puisque je sais que des inquiétudes ont pu naître, alors que bien évidemment, il n'est pas question de revenir sur le principe d'un concours dans la fonction publique. Sur les diminutions de postes, je crois qu'il faut aussi regarder les choses avec justesse et justice, c'est-à-dire que les diminutions de postes, là où elles sont intervenues, parce que, évidemment, d'un territoire à un autre, les mesures ont été différentes, elles tenaient aussi compte d'une décrue démographique dans le second degré. Lorsque l'on regarde l'investissement des 5 dernières années, a été très nettement supérieur à ce qu'il avait pu être et a bien fait de l'éducation une première priorité politique sur le terrain budgétaire. Alors évidemment, je comprends très bien des professeurs de collège et lycée qui aspirent à ce que les classes puissent comporter des effectifs réduits. Ça peut tout à fait se comprendre et s'entendre parce que ces professeurs ont le sentiment, souvent à juste titre aussi, que l'on enseignerait d'autant mieux qu'il y a des effectifs réduits. Mais je crois que nous sommes dans un moment où il faut que nous puissions tout à la fois améliorer les conditions d'exercice du métier de professeur, améliorer les conditions d'accueil de nos élèves, mais que l'on reconnaisse aussi tout ce qui a été fait pendant ces 5 dernières années pour faire de l'école la première des priorités. Merci pour vous être prêté au jeu des questions-réponses et d'avoir répondu positivement à notre invitation. C'était bien le sens et l'esprit du débat que nous voulions, pouvoir confronter peut-être parfois des différentes visions. Et c'est le jeu du débat démocratique. Donc merci de vous y être prêté.